Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Laurent Larcher du quotidien La Croix, Nadir Génad de l'agence Reuters et puis Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de trois sujets dans cette édition. La RDC où le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, choisi par le président Joseph Kabila, est contesté par la principale plateforme de l'opposition. La Guinée-Conakry à propos de la visite d'État en France du président Alpha Condé et puis la Gambie où le camp du président Adama Barrow est sorti largement vainqueur des premières élections législatives post-dictature. D'abord donc la RDC, le Congo-Kinshasa, avec le choix contesté du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Le rassemblement, la principale plateforme de l'opposition, dit ne pas être concerné par la décision du président Kabila de choisir Bruno Tshibala comme Premier ministre de la transition, car Bruno Tshibala, lui, est un ancien membre de l'UDPS, mais il a rompu avec le parti de Tshisekedi et rompu donc avec les forces du rassemblement. Or, d'après l'accord du 31 décembre 2016 négocié par l'Église, normalement, le Premier ministre de la Transition devait être issu donc des forces du rassemblement. Cela étant, une fraction de l'opposition et la majorité présidentielle affirment que cet accord a été respecté. Cela dit, force est de constater que le président Joseph Kabila continue de présider la RDC comme si de rien n'était, exactement avec les mêmes pleins pouvoirs qu'avant la fin de son mandat, de son deuxième mandat en décembre dernier. Oui, il réussit un coup de maître. Je pense que l'opposition congolaise a largement sous-estimé la capacité de résistance du président Kabila, a interprété son silence par moments comme une faiblesse, ce qu'il est en train de retourner aujourd'hui avec cette nomination du Premier ministre. Dans une crise qu'il a lui-même causée, il apparaît aujourd'hui comme celui qui rétablit l'ordre constitutionnel dans le pays, puisqu'il a sifflé la fin de l'agrégation, qu'il a nommé celui qu'il estimait être le plus compétent pour gérer ce Premier ministère, M. Tshibala. N'en déplaise à ceux de l'opposition, c'est qu'il apparaît aujourd'hui comme celui finalement qui va empêcher une crise institutionnelle de se prolonger durablement en République démocratique du Congo. Alors comment expliquer, Laurent, que le président Joseph Kabila continue, encore une fois, de présider la RDC avec les pleins pouvoirs exactement comme lors de son mandat, je dirais, normal, alors que normalement, depuis décembre, depuis la fin décembre, c'est un pouvoir de transition, donc un pouvoir partagé. C'est un grand politique. On est devant une configuration assez étrange où le responsable de la crise est à la fois et aussi le juge de cette crise. Et en ce sens, il est dans une position assez bien établie. Moi, je dirais deux choses quand même pour cette nomination. Effectivement, en nommant ce Premier ministre, il a au fond mis un terme à l'accord du 31 décembre, puisque c'est lui qui a nommé ce Premier ministre. Il a fait la preuve d'autorité, et donc c'est déjà un premier coup gagnant. J'ajouterai à cela, deuxième coup gagnant, il entraîne la zizanie dans l'opposition. Et là, c'est extraordinairement bien joué, puisque cette opposition qui était déjà, quand même, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, dans une situation assez fragilisée, elle est totalement là, elle explose, au fond, derrière cette nomination. Donc, il est à peu près tranquille pour ces prochains mois. Il n'a plus d'opposition en face de lui, il a un Premier ministre, il a rétabli une forme d'ordre constitutionnel, il va pouvoir gérer son pays. Alors, Nadir, tout le monde convient effectivement qu'avec cette nomination de Bruno Tshibala par Joseph Kabila, l'accord du 31 décembre, négocié par la CINCO, c'est-à-dire la conférence épiscopale congolaise, cet accord est caduc. Et d'ailleurs, la plupart des réactions en provenance de l'étranger dénoncent effectivement cette espèce de coup de force. Oui, effectivement, oui, il y a des critiques internationales, mais ça, c'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun interprète cet accord à sa manière. C'est-à-dire que cet accord stipule qu'il doit y avoir un Premier ministre issu de l'opposition,
Et c'est vrai que Bruno Tshibala faisait partie de l'opposition il y a encore quelques mois. Il a été exclu de l'UDPS. Et pour l'UDPS, Bruno Tshibala ne fait plus partie de l'opposition, donc il a rejoint le camp présidentiel. Je pense que l'opposition critiquera de toute façon toute mesure, toute nomination que prendra le président Kabila. Il n'y a plus du tout de confiance, malgré cet accord qui avait été signé le 31 décembre entre les partis. Il n'y a plus de confiance parce que le président Kabila reste toujours sur place. Maintenant, comment l'opposition va réagir, va rebondir, parce que c'est vrai qu'on a d'un côté une partie de l'UDPS qui a critiqué cette nomination. On a aussi d'un autre côté Moïse Katumbi aussi qui fait partie de l'opposition. Et il y a cette société civile au milieu qui continue à appeler à manifester. Donc je pense qu'aujourd'hui l'opposition est en très très mauvais état. Alors Louis, l'opposition a perdu la main. Les critiques en provenance de l'extérieur apparemment ne portent pas. Je dirais cette nomination de Tshibala a été dénoncée par l'Union européenne, la Belgique, la France, et même par l'administration de Donald Trump qui brandit des menaces, exactement comme à l'époque d'Obama. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que, de toute façon, on sait que les élections n'interviendront pas à l'échéance de la fin 2017. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Alors, les manifestations sont interdites. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de l'opposition radicale? Elle est d'autant plus faible qu'il est en train d'arriver à l'UDPS ce qui est arrivé au MLC de Jean-Pierre Bemba avant. C'est-à-dire qu'il y a cette politique de vagabondage politique, de débauchage à tout va, qui est en train de porter ses fruits. Et ça, c'est pas nouveau. En France, on a eu la politique d'ouverture vers la gauche, avec Bernard Kouchner et l'autre, qui a fait son temps. Et c'est ce qui est en train de s'appliquer aujourd'hui en RDC. On a affaibli l'un des plus grands partis qui était le MLC. Aujourd'hui, c'est à l'UDPS qui n'arrive pas à survivre à son leader. Et finalement, toute l'opposition tombera à peu près dans le même piège. Et la société civile, je ne sais pas si elle a suffisamment de temps ou suffisamment de moyens pour faire infléchir la tendance, mais elle est aujourd'hui au centre du jeu, mais ne dispose pas des atouts pour faire fructifier politiquement son gain. Laurent? Alors moi, j'ajouterais une chose quand même. L'opposition peut jouer, a une carte à jouer, c'est se ranger derrière Bruno Tshibala. C'est-à-dire que il faudrait prendre, à mon sens... Sur le plan de l'orgueil, c'est quand même difficile. Ouais. Mais oui, il faudrait prendre au mot Joseph Kabila. Il faut aller sur son terrain et alors à ce moment-là, lui dire très bien. Après tout, c'est quand même un membre de l'opposition. Enfin, il est issu d'opposition. Nous mettons nos ambitions personnelles de côté et nous jouons la carte de l'élection. Il faut absolument que ces élections aient lieu d'ici à la fin de l'année ou peut-être en début 2018 derrière ce Premier ministre et on jouera ensuite sa partie. Alors, est-ce que accepter cette nomination de Tshibala, c'est pas aussi quelque part renoncer au leadership d'un Moïse Katumbi qui est tenu à l'écart de la RDC par des poursuites judiciaires, par des condamnations. Alors voilà, est-ce que quelque part c'est aussi un renoncement finalement à occuper le devant de la scène pour un certain nombre de leaders du rassemblement? Effectivement, je pense que le pouvoir a peur de deux choses. Effectivement, Moïse Katumbi, qui est quand même leader de l'opposition, mais qui est pour l'instant contraint à l'exil, un exil forcé, et qui, lui, pourrait reprendre cette opposition laissée dans le vide après la mort d'Étienne Tshisekedi. Et deuxième chose, je pense que le pouvoir aussi a peur de cette société civile. Rappelez-vous les manifestations il y a quelques mois, des manifestations qui ont été réprimées, il y a eu des morts, il y a eu d'importantes condamnations de la communauté internationale, et je pense que le pouvoir ne souhaite pas qu'il y ait de nouvelles manifestations avec des violences. Il y aurait des projecteurs de nouveau sur la RDC, ce que ne souhaite pas ce pouvoir. Donc je pense qu'il y a deux peurs essentielles du côté de Joseph Kabila, la reprise de l'opposition par Moïse Katumbi et les manifestations. Et bien entendu, le pouvoir fait tout ce qu'il peut pour empêcher cela. On sent quand même du côté de l'Église, Laurent, une certaine lassitude, la Synco, qui avait négocié donc cet accord de la Saint-Sylvestre. Mais oui, elle est consternée par ce tripatouillage, par cette manière de faire de la politique qui n'est pas digne de ce grand pays, bien entendu. Oui, un dernier mot, Louis. On est malheureusement dans un marécage très boueux, où on ne pourra pas avancer, on ne pourra vraiment pas avancer très efficacement dans les prochaines semaines. Et je pense que par-dessus tout, ce qui fait la grosse différence, c'est que la RDC est un pays immense. Et que pour s'imposer sur l'ensemble du territoire, il en faut beaucoup plus que ce que nous avons sur la table maintenant. Et l'union entre Kinshasa
et les autres zones n'est pas quelque chose de fictif. C'est souvent sous-estimé, mais quand on n'arrive pas à s'imposer à Kinshasa, c'est très difficile de faire le lien. Et pour le moment, Moïse Katumbi, même en faisant du débauchage, n'arrive pas à s'imposer à Kinshasa. Et ça, c'est une bataille qu'il faudra remporter pour l'opposition, et elle ne s'en donne malheureusement pas les moyens. Voilà, RFI TV5 Monde, Afrique Presse, et l'on passe à cette visite d'État en France du président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, à l'invitation du président François Hollande. On écoute, on regarde un extrait de l'interview accordée par le chef de l'État guinéen à TV5 Monde à Dominique Carèche. On reproche beaucoup aux pays francophones en quelque sorte que nous devons couper de cordon ombilical, c'est-à-dire nous devons être majeurs dans nos rapports avec la France. Ça veut dire que nous devons avoir de bons rapports avec la France, nous parlons la même langue, mais ça doit être des rapports entre des États souverains et une coopération bénéfique pour les deux parties. Donc il faut que les pays africains francophones soient considérés comme majeurs. C'est que les autres pays nous voient souvent comme des pays qui ne sont pas encore tout à fait majeurs. Donc je dis il faut que nous perdons cette image-là et que nous apparaissons comme des États souverains qui collaborent avec la France et d'autres pays. Mais on doit continuer à coopérer avec la France. Nous sommes des anciennes colonies, mais aujourd'hui nous sommes indépendants, nous souverains. Donc ça doit être des rapports d'État à État, de coopération bénéfique, coopération gagnant-gagnant. Monsieur le Président, la France-Afrique, elle existe encore ? Bien, enfin, vous savez bien, mais notre objectif, c'est justement de tourner la page à la France-Afrique et que les rapports entre la France et les pays africains soient des rapports d'État à État basés sur l'intérêt réciproque des peuples, non pas de quelques individus ou des présidents, mais sur l'intérêt des États et des peuples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier les rapports entre présidents, mais privilégier les rapports entre les États. Quel que soit le gouvernement qui sera en France ou en Afrique, il faut que les rapports soient des rapports d'État à État, ce qui permet d'avoir des relations à long terme. Voilà le président Alpha Condé donc, qui répondait à Dominique Larèche de TV5 Monde. Louis, Alpha Condé a été reçu par François Hollande. C'est à la fois le président en exercice de l'Union africaine, c'est aussi le camarade de longue date de l'Internationale socialiste qui a été reçu par Hollande, qui est en fin de quinquennat. Alors, pour la première fois, finalement, depuis le nom de Sékou Touré au général de Gaulle en 1958, des drapeaux de la République de Guinée étaient... sur les Champs-Élysées. Voilà, pavoisé. L'avenue des Champs-Élysées était pavoisée donc de ces drapeaux. C'est tout de même, de ce point de vue-là, cette visite d'Alpha Condé à Paris était une visite historique. Oui, parce que c'est la dernière visite d'État sous la présidence de François Hollande pour la fin de son quinquennat. On avait parlé avec l'élection d'Alpha Condé de l'année zéro de la démocratie en Guinée. Je pense que c'est l'an zéro également pour la coopération entre la Guinée et la France, parce que c'est quand même des moments forts. C'est pas tout le temps qu'on a ce type de relation entre une ancienne colonie qui a divorcé carrément sur le plan de la coopération et l'ancienne puissance colonisatrice qu'est la France. Les relations personnelles entre les deux hommes ont dû énormément peser dans la balance et je crois que par-dessus tout, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que sur la base des promesses qui ont été faites, les fruits de la coopération entre les deux pays portent véritablement, oui, la coopération porte ses fruits. Voilà, Nadir, on a bien vu dans l'extrait de l'interview accordée donc par Alpha Condé à TV5 Monde qu'il insiste sur cette nécessité pour les pays francophones de s'émanciper de l'ancienne puissance coloniale. Ça nous ramène aussi à l'histoire finalement de la Guinée qui a connu beaucoup de tourments au moment de la guerre froide justement parce que son premier président avait décidé de rompre avec l'ancienne puissance coloniale. Et Alpha Condé de dire qu'il est enfin temps que les pays francophones d'Afrique, en tout cas, grandissent. Oui, effectivement, et je pense que c'est aussi un message adressé aux candidats à l'élection présidentielle française, parce que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Je mettrai cette visite d'Alpha Condé en parallèle avec les visites d'autres chefs d'État africains cette semaine, les présidents maliens, les présidents mauritaniens et les présidents burkinabés, parce que je pense qu'il y a quand même une inquiétude sur ce que sera le résultat de l'élection présidentielle en France. Et Alpha Condé, comme les autres dirigeants qui sont venus cette semaine, ont voulu sonder François Hollande sur la situation politique française, sur la lisibilité des politiques africaines, des candidats à la présidentielle. Et ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne, mais on sait que François Hollande a un faible pour Emmanuel Macron. Et Alpha Condé a reçu, dans le cadre de cette visite,
Emmanuel Macron, et je ne sais pas s'il a reçu d'autres candidats à la présidentielle. Donc je pense que c'est un message à adresser aux futurs locataires de l'Élysée sur ce que doit être la politique africaine, la politique française vis-à-vis de l'Afrique. Oui, Laurent. Oui, enfin, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. Pour moi, ce discours, on l'entend depuis quand même un certain temps. Moi, ce qui me frappe, une réalité, c'est-à-dire il y a quand même encore bon nombre de pays africains qui sont très dépendants, si je puis dire, de la France, pour ne pas dire davantage. Ne serait-ce que l'existence, par exemple, du franc CFA, quoi. En tout cas, ce discours n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on en entend parler, de rupture, d'échange, d'égalité. C'était un peu le mantra un peu de la politique africaine de François Hollande. Établissons des rapports d'égalité avec les uns et les autres. Donc cette demande, elle est bien sûr, c'est une demande qui est légitime, à l'évidence. Elle est aussi à destination, je pense, des Africains et des Guinéens, plutôt que des Français, d'autre part. J'aimerais enfin dire plutôt, ce qui est intéressant, c'est la relation entre Alpha Condé et François Hollande, qui est une relation très très forte. Entre deux camarades. Oui, c'est ça, voilà. Je crois qu'Alpha Condé est le président le plus reçu à l'Élysée, en tout cas de tous les présidents africains, c'est celui qui a su établir... Là, la visite d'État, c'est un niveau protocolaire important. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment dans les relations diplomatiques, ce sont d'abord aussi des relations d'hommes. Ça, c'est une chose importante. J'ajouterai enfin, effectivement, le dîner entre Emmanuel Macron et Alpha Condé le soir même. Alpha Condé quitte François Hollande et qui va-t-il rencontrer Macron au cours d'un dîner. Enfin, tout ça, en plus, il y a une mise en scène, tout ça est montré. On voit bien le signe. Vers où va son... Oui. L'Afrique socialiste a choisi, je dirais, son... Également, comme d'autres socialistes français ont choisi Macron, qui est un bébé Hollande, quelque part. À commencer par Le Drian, parce que, mine de rien, aujourd'hui, la politique africaine de la France se décide beaucoup plus au ministère de la Défense. En ce sens, pour que tout change, rien ne change. Ça n'a jamais rien changé. C'est à l'hôtel de Brienne que se fait la politique de l'Afrique. Louis, à propos du poids de Le Drian dans la politique africaine de François Hollande. Oui, aujourd'hui, il représente la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'on a oublié le ministère des Affaires étrangères, on a oublié la cellule africaine de l'Élysée. On parle beaucoup plus aujourd'hui du ministère de la Défense que de tous les autres ministères. Compte tenu du contexte que l'on connaît, notamment la lutte contre le terrorisme. Alors, oui, Nadir, je voulais qu'on parle quand même d'Alpha Condé qui a plaidé, semble-t-il, la cause de Laurent Gbagbo auprès de François Hollande pour sa libération, comme d'autres chefs d'État ouest-africains. Je dirais, François Hollande s'en va, mais cette démarche rappelle tout de même que si Laurent Gbagbo est tombé, c'est qu'il y avait une sorte d'interférence de la France à l'époque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y avait une ingérence directe de la France dans cette crise post-électorale qui opposait Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Oui, effectivement, je pense que c'est quand même un appel assez symbolique parce qu'on ne voit pas très bien ce que peut faire maintenant François Hollande. Comme vous l'avez dit, François Hollande quittera le pouvoir. Peut-être, encore une fois, c'est un message adressé aux successeurs de François Hollande. Mais c'est pour dire aussi peut-être que la raison de la présence de Gbagbo à la CPI, c'est aussi surtout politique, avant d'être judiciaire. Pour l'instant, puisque les charges qui pèsent sur lui, apparemment, ne sont toujours pas étayées. Et là, je pense qu'Alpha Condé s'est adressé surtout en tant que président de l'Union africaine sur ce point-là, et afin peut-être de satisfaire aussi certains responsables politiques en Afrique, il a voulu lancer ce message. Là, il a repris sa casquette de président de l'Union africaine. Un dernier mot, Louis ? Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Alpha Condé est venu à la fois comme président de la Guinée, mais surtout comme président de l'Union africaine. Et je pense que le message qu'il adresse en demandant que l'Afrique soit capable, qu'on comprenne l'Afrique pour un continent majeur et pas comme un pays dont on ne connaît pas trop les contours ni les réalités. C'est vrai qu'on parle souvent de l'Afrique comme un pays. Oui, c'est à la fois de faire comprendre, à la fois aux Français et aux Africains, qu'il n'y a pas de drame sur cette question du franc CFA, qu'il n'y a pas de drame à quitter le franc CFA. Le franc CFA, la Guinée l'a quitté, mais elle n'a pas les pires relations avec la France. Le Maroc, qui a aujourd'hui rejoint l'Union africaine, a quitté le franc CFA. Mais y a-t-il un pays sur le continent africain qui a de meilleures relations avec la France que le Maroc ? Donc,
faut dédramatiser tout cela. Et puis, cet appel, ça a été le serpent de mer de toute la mandature de Hollande. Les Ivoiriens de France qui sont français ont voté pour Hollande parce qu'ils pensaient qu'il pourrait faire sortir Gbagbo de la Cour pénale internationale, ce qu'il n'a pas fait. Et les présidents africains, avant qu'ils ne partent, Hollande essaie de lui rappeler ce message-là. Peut-être que ça portera... Et peut-être aussi de le rappeler à l'opinion française. Absolument. Et l'on passe, Laurent, à la Gambie, notre dernier sujet, à propos donc des premières élections législatives post-Yahya Jammeh, remportées donc par le camp du président Adama Barrow, le Parti démocrate unifié, qui a obtenu la majorité absolue, 31 sièges sur 53. Alors ce scrutin démontre que les Gambiens ont effectivement, définitivement tourné la page de la dictature. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment l'occasion pour ce nouveau régime de d'écrire une histoire nouvelle pour la Gambie. Adama Barrow a une majorité. La belle histoire, si je peux dire, se poursuit, en tout cas de cette transition démocratique réussie, avec quand même un petit bémol, si vous me permettez, c'est le taux de participation. Oui. Je crois que le taux inférieur à la présidentielle. Largement, hein, on est passé de 58%, je crois, à 42%, oui. Ce qui là devrait quand même alerter sur comment dire, il y a un symptôme d'une adhésion, je dirais, modérée malgré tout à ce nouveau régime. Louis, alors, voilà, cette nouvelle page maintenant qui va enfin pouvoir s'écrire avec la plume du président Barrow et une majorité au Parlement. Disons qu'il est en train de donner des signaux plutôt intéressants. Le premier, c'est qu'il a nommé une femme à la tête de la présidence de l'Assemblée. Il a nommé une femme comme vice-présidente. Je pense qu'il a nommé 5 autres députés sur les 50. Oui, il a nommé 5 députés. La Constitution lui permet. Oui, et donc, pour l'instant, on attend de voir ce que donnera véritablement. Il a annoncé également qu'avant la fin de son mandat, il quittera la présidence pour que ce soit Ousseynou Darboe, qui était le leader historique, qui reprenne là. Ça, c'est une promesse difficile à tenir, mais je pense que ce dont il a le plus besoin, c'est le carburant financier pour relancer la machine économique. L'aide de la communauté internationale. Et c'est pour ça que le président Barrow s'est rendu à Paris il y a quelques semaines et à Bruxelles pour demander l'aide à la fois de la France et de l'Union européenne. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur le taux de participation, mais l'élection législative, en fait, il y a un recul, en fait, il y a un relâchement des électeurs qui s'étaient fortement mobilisés durant l'élection présidentielle. Et je pense que pour les Gambiens, c'était beaucoup plus important de se mobiliser en masse pour élire le président de la République. Surtout après de Jammeh. Exactement, surtout pour se débarrasser de l'ex-président Jammeh. Donc il y a un relâchement des électeurs. Mais quand on interroge, par exemple, des Gambiens de la diaspora, effectivement, ils ne donnent pas une carte blanche à 100% à Adama Barrow. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on reste vigilant. On fait confiance au président Barrow pour l'instant, mais on reste vigilant sur ses réalisations, notamment en matière économique et sociale. Ouais. Alors, le parti de Yahya Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, a obtenu 5 sièges, mais dans la même région, la région fief de Jammeh. Alors, il y a des analystes qui parlent de vote ethnique. Cela étant, ça dénote aussi peut-être le respect du pluralisme politique de la part de Barrow. Oui, en même temps, 5 sièges, c'est quand même pas beaucoup. C'est-à-dire que cet homme qui a dirigé ce pays pendant 20 ans se retrouve là avec une base législative de 5 sièges. Évidemment, c'est totalement... il a été siphonné par le parti présidentiel. En même temps, il existe toujours, ce parti, et je pense que tout ce que va faire Adama Barrow sera évidemment ausculté par ce parti et sera l'occasion pour lui peut-être de rebondir dans les 3-4 prochaines années, puisque quand même, il a une fenêtre de 3-4... Si dans 3 ans, les Gambiens n'ont pas vérifié que leur vie a changé, je crains que Adama Barrow s'effrite à son tour. Oui, Louis. Parce qu'en plus, c'est pas un professionnel de la politique. Faut quand même il l'admet d'ailleurs. C'est pas un professionnel de la politique, et j'espère qu'il sera un professionnel des relations internationales, parce qu'il a besoin aujourd'hui d'avoir de vrais alliés, à commencer par le Sénégal, dans lequel il est complètement enclavé, ensuite avec les différents pairs de l'Union, de l'Afrique de l'Ouest, voire à l'international. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il se donne suffisamment de moyens pour y aller, et c'est là-dessus qu'il il a quand même le soutien de la CEDEAO, du Sénégal. Pour l'instant, il joue bien plutôt sa partition sur le plan international. Avec le Sénégal,
Sénégal, avec Paris, avec l'Union africaine, il est vraiment... Il a été bien reçu. Et là, en désignant une femme comme présidente de l'Assemblée nationale, c'est aussi des gages qu'il donne aux bailleurs de fonds, en disant, voilà, vous voyez qui je suis. Le maquillage, le vernis, je trouve qu'il est bon. Voilà, il est sur rassurant. Le vernis, en tout cas, Adama Barrow est un président qui rassure après des années de dictature que la Gambie a connu. Voilà, avant de terminer cette émission, on vous présente deux ouvrages de notre confrère Jean-Pierre Langelier, Mobutu. Jean-Pierre Langelier a travaillé pendant une trentaine d'années au quotidien Le Monde et c'était un grand spécialiste de l'Afrique. Il a notamment travaillé il a publié un ouvrage, je crois, à l'époque, avec Hervé Bourges, intitulé « Les 50 Afriques ». Et puis un autre ouvrage de Stéphane Audouin-Rousseau, Une initiation Rwanda 1994-2016, un ouvrage que vous avez lu, Laurent, paru au Seuil. Au Seuil, que je vous recommande. Stéphane Audouin-Rousseau est un grand historien de la Première Guerre mondiale. Oui. Ensuite, il s'est spécialisé sur l'extrême violence dans les conflits. Et il raconte comment le Rwanda a totalement changé sa vie en tant que chercheur, en tant que personne. Comment il est passé à côté de cette histoire, à la fois comme citoyen et comme historien. Et grâce à une de ses étudiantes rwandaises, il va s'emparer à son tour de la catastrophe rwandaise de 1994 et découvrir aussi le rôle de la France, dont il ignorait tout. Donc voilà, c'est avec un titre initiation. Très modeste et en même temps mystérieux, une initiation parue aux éditions Seuil, Stéphane Audouin-Rousseau, Rwanda 1994-2016. C'est la fin de cette émission. Merci Laurent Larcher, merci Louis Magloire Kemayou et à vous Nadir Génat, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez réécouter ou revoir cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité à Afrique Presse et rendez-vous à la semaine prochaine.